un poisson sur 1 million dans l'océan meurt de sa belle mort. Tous les autres finissent dans l'estomac d'un prédateur. Les proportions sont sensiblement les mêmes pour les animaux terrestres, tous milieux confondus. Or, les prédateurs les plus redoutables attaquent par les airs. Ils fondent sur leur proie. Bonjour, je m'appelle Tiffany, je suis spécialiste des batraciens et je viens d'attraper 2 grenouilles agiles. La rousserolle farvate, là, qui est en train de chanter dans la roselière. Je m'appelle Thomas et j'aime regarder les oiseaux avec mon père. Pour vous parler des prédateurs ailés, nous allons nous rendre dans le parc naturel régional de la Forêt d'Orient, tout près de Troyes, et nous ferons même un petit tour du monde. Au fait, c'est quoi un prédateur? C'est un animal qui en mange un autre. Dans prédateur, il y a proie. Oui, c'est un animal qui a des proies qu'il tue préalablement pour les manger. Alors nous, aujourd'hui là, on va s'intéresser aux prédateurs ailés. Alors bon, il y a les oiseaux, il y a la chauve-souris, c'est un mammifère, c'est un redoutable prédateur. Et puis, parmi les prédateurs ailés, il y a aussi les insectes, comme la libellule. Vous savez que dans la ferme de Michel, on est dans un lieu idéal pour découvrir l'un des plus redoutables prédateurs ailés que connaît la région. Regardez. Ce sont des hirondelles. Alors là, effectivement, on a beaucoup de chance parce que la colonie est importante. Mais les hirondelles des fenêtres, puisqu'il s'agit d'hirondelles des fenêtres, eh bien, aujourd'hui, voient leur population chuter. Tout simplement parce qu'elles avaient pris pour habitude de loger sous le toit des maisons. Alors dans les granges aussi, dans les écuries, mais aussi sous le toit des maisons. Et comme les gens en ce moment refont les façades de leurs maisons, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent les nids d'hirondelles. Et c'est dommage, parce que ces animaux sont très utiles. On a du mal à se représenter la quantité énorme d'insectes qu'elles détruisent. Quand elles vont dans les prés autour des vaches et des chevaux, elles mangent des mouches et des taans. Elles les débarrassent de ces petites bestioles, de ces insectes qui enquiquinent la vie des animaux domestiques. Ah, la nature. Ouais. Michel, vous en prenez soin de vos hirondelles. Bien oui, on les aime bien. C'est vrai qu'on a une grosse colonie là dans l'écurie. Eh oui, on vient de la voir. En même temps, s'il y a autant d'hirondelles chez vous, c'est parce qu'il y a des vieux bâtiments un peu partout. Et c'est aussi parce qu'il y a de l'eau, elles ont de quoi boire. Il y a la mare, mais il y a aussi les animaux, les petits veaux, comme vous avez vu dans l'écurie. Il y a les petits veaux qui sont pleins de mouches. Ah ouais, et je crois que les hirondelles, elles apprécient les mouches, quoi. Alors là, ce sont des hirondelles des fenêtres. Mais est-ce que vous en avez d'autres? Mais les autres, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas du tout, mais on a quand même nos petites chouchoutes. On en a un couple qui vit véritablement avec nous. Les chouchoutes? Ah, ouais, on attend le printemps pour les voir arriver. Alors chaque année, vous voyez, je démonte un carreau de l'imposte et ma foi, on attend qu'elles viennent. Ah, mais ce sont des hirondelles rustiques. On les appelle aussi hirondelles des cheminées. Alors on reconnaît bien leur nid parce qu'il est très différent des autres. En fait, il y a une espèce de bordure, il est ouvert. L'entrée, elle est beaucoup plus spacieuse que chez les autres dans l'écurie où il y a juste le petit trou, quoi. Voilà, c'est celle-là que vous chouchoutez alors? Ah, ben, le plaisir de mes petites filles, c'est de venir avec une petite baguette au loin, leur faire croire que c'est la mère. C'est pas trop gentil de leur part, mais elles viennent agiter la baguette et puis toutes les hirondelles sont là. Elles s'exposent tout au balcon en même temps, quoi. Elles s'étirent tout autour. Ouais. Vous savez qu'elles ont fait un long chemin avant d'arriver jusque chez vous. Elles viennent du sud du Sahara. Je me demande si c'est bien possible quand même. Eh oui, si, elles font des étapes, mais elles viennent de tout là-bas. Et Ça... puis en automne, hop, elles filent de l'autre côté. Elles vous disent au revoir? Elles ne manquent pas de nous dire au revoir. Ça, c'est touchant même.
Chaque année, si c'est pas moi qui le remarque, c'est ma femme. Et puis ma foi, on va les accompagner en bas de la cour. Elles sont sur les fils le long de la rue, près de la mare. Et puis ça dure quelques jours. Et puis un beau jour, ça y est. Tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Et puis on attend l'année prochaine. Michel, les hirondelles, ce sont des prédatrices, mais pourtant ce ne sont pas des rapaces. C'est quoi la différence? Ben, les différences. D'abord, le bec crochu des rapaces qui sert à déchirer la chair. Le regard perçant des rapaces. Et puis les serres des rapaces qui servent à prendre et à transporter les proies. Alors en ce moment, pour les rapaces, eh bien, c'est une grande période d'activité. C'est la période du nourrissage des jeunes. Alors les adultes travaillent beaucoup, ils vont chercher les proies dans la nature et ils les apportent au nid. Et bien en ce moment, les jeunes rapaces, dans le fond de leur nid, savent déjà se servir de leur bec crochu. Tiens, toi Thomas, t'es passionné par les rapaces. Tu peux me dire ce que c'est, s'il te plaît? Ce sont des milans noirs. Il y en a même un beau paquet, dis donc. Combien il y en a? 10? Une dizaine en tout cas, oui, environ. Qu'est-ce qu'ils font d'après vous là? Oh, ils doivent attendre que les rongeurs sortent. Ouais, ce sont des oiseaux qui prélèvent les rongeurs quand ils s'échappent comme ça des dents de la faucheuse. Mais quand on les rencontre comme ça dans la nature, on les trouve souvent près des grands lacs, près des grands fleuves, parce qu'ils se nourrissent aussi d'animaux morts, notamment des poissons morts qui viennent échouer sur les rivages. À chaque fois qu'on sort la faucheuse, ils arrivent, on les voit, ils plongent devant le tracteur, ils prennent de l'herbe, je suppose que c'est pour faire leur... Ah non, c'est parce qu'ils se plantent, ils essaient d'attraper, on en a vu qui attrapaient derrière le tracteur des grosses sauterelles vertes. Alors de temps en temps, ils attrapent aussi un petit rongeur. Alors quand ils se loupent, ils partent avec un petit paquet d'herbe. C'est quand ils se loupent qu'on les voit partir avec de l'herbe. Oui, autrement, ils cherchent les souris. Oui, c'est ça. C'est pour manger. Oui, vous les attirez là. Ouais. La forêt leur fournit le gîte et vous leur fournissez le couvert. La grande herbe comme ça, c'est sûr que c'est le refuge de tous les animaux. Hein. Bon, nous, c'est vrai qu'avec les faucheuses, malheureusement, il faut bien qu'on fasse à manger pour l'hiver, pour les vaches. Bien donc, sûr. Et pour les humains, du coup. Et pour les humains, après. Ouais. Donc il y a tout un tas de petits animaux, c'est vrai, des souris, où bon, je suis pas très biologiste, mais c'est sûr qu'il y a de quoi se nourrir haut la main. Hein. Et vous, les oiseaux de proie, les rapaces, ça vous enquiquine pas? Non, pas du tout. La seule chose qui nous enquiquine, nous ici, ce sont les sangliers. Oui. Les rapaces, qu'est-ce qu'ils mangent? Ouh, bah écoute, ils ont un régime varié. La chouette chevêche, qui est une petite chouette qu'on ne trouve plus d'ailleurs dans le nord de la France, parce que les insectes sont rares dans cette région, ils ont été tués par l'agriculture, bah la chouette chevêche, elle mange des insectes. Alors, en ce moment, si tu veux découvrir une chouette chevêche, il faut aller dans la région de Marseille, dans la banlieue de Marseille. C'est là qu'on trouve la plus grande population. Elle s'installe chez les gens, sous le toit des maisons, et elle va chasser dans les jardins, dès le crépuscule. Un autre exemple. Le balbuzard, lui se nourrit de poissons. Alors j'ai eu la chance d'en observer au Mexique sur une île faite que de coquillages. Et comme le balbuzard est tranquille, à cet endroit-là, il met son nid carrément sur le sol. Et quand il attrape un poisson, ça se fait en une fraction de seconde, il le transporte toujours, la tête dirigée vers l'avant. Alors qu'est-ce qu'il y a encore comme oiseaux, comme rapaces qui mangent des animaux assez extraordinaires? Alors, par exemple, le circaète de Jean Leblanc, que l'on voit en ce moment voler dans le sud de la France, notamment au-dessus des Landes, eh bien lui se nourrit principalement de serpents et de lézards. Le vautour fauve qu'on trouve dans les gorges du Verdon, lui aussi, il mange de la chair, mais ce n'est pas un prédateur, puisqu'il ne mange que des cadavres. Il se nourrit d'animaux qui ont été soit accidentés parce qu'ils sont tombés des falaises, soit qui sont morts de maladie. Donc le vautour fauve, c'est un animal qui est très important pour nous aussi, parce qu'il nous débarrasse des cadavres qui pourraient polluer les sources, par exemple, polluer les cours d'eau.
Et notamment pendant les transhumances, quand une brebis meurt, eh bien le vautour fauve heureusement est là pour l'éliminer. Alors vous voyez, ils ont un régime alimentaire qui est extrêmement varié, hein, ça s'étale, mais ce sont toujours des petits animaux. Et voilà, un indice. Là, j'en ai encore trouvé une. C'est une pelote. Une pelote de réjection. Alors, pour observer les rapaces, on peut s'installer dans la nature, attendre qu'ils chassent pour connaître leur proie. Mais on peut aussi trouver des pelotes de réjection. Et là, c'est beaucoup plus simple. Et ben, les chouettes, les hiboux, tous les rapaces, mais même les goélands, même les mouettes, ne digèrent pas certaines parties du corps de leur proie. C'est par exemple les plumes, c'est par exemple les petits os, c'est par exemple les poils chez la chouette effraie. Donc, regardez. Vous voyez une pelote de chouette? Si je la défais un peu, qu'est-ce que je trouve? Ben, il y a du poil, il y a des petits os, c'est un rongeur, c'est un micro-rongeur. Donc on arrive avec beaucoup de précision à identifier les proies des rapaces. Voilà, une pelote de réjection. Voilà. Ils sont forcés de temps en temps de recracher ces pelotes, et souvent ils le font au pied de leur reposoir. Alors ça c'est en même temps intéressant pour les naturalistes. Imaginez la chose suivante. Je me promène dans la campagne, et ça m'est arrivé, c'était pas la campagne, c'était au Sahara, c'était au sud du Sahara, en Mauritanie, dans une région qui n'était pas très loin d'un endroit qu'on appelle Kifa. Alors vous imaginez du sable, vous imaginez des arbres sur ce sable, sur ces dunes, ce sont des acacias. Je me balade là, tranquille, et qu'est-ce que je trouve? Une pelote de réjection, puis deux. Alors je me baisse, je regarde, j'ouvre les pelotes, qu'est-ce que je trouve dedans? Des petits os, des petits poils, hein, il y avait aussi des plumes. Donc, ça, pour moi, c'est important. Ça veut dire que tout près d'ici, tout près de l'endroit où j'étais, il y avait probablement un rapace qui me regardait. Et j'ai fini par le trouver. En fait, ils étaient deux, c'était un couple de hiboux du désert. Alors, vous voyez, les pelotes de réjection sont pour le naturaliste une source énorme d'informations. Nous, à l'école, on avait travaillé sur les gens qui clouaient les chouettes aux portes. Oui, malheureusement, il y a encore quelques personnes qui le font aujourd'hui. Et tu sais pourquoi ils faisaient ça? Non. C'est parce qu'ils imaginaient que le cri de la chouette, c'était le cri du revenant. Ils imaginaient qu'il y avait des gens qui ressuscitaient, qui revenaient à la vie après avoir été ensevelis, après avoir été enterrés. Et ça effrayait énormément. Alors, on clouait la chouette sur la porte de grange pour chasser ces gens-là et pour chasser le mauvais œil. Alors heureusement, ça se pratique de moins en moins et les chouettes, les hiboux, tout ça sont protégés en ce moment. Alors, il faut quand même aussi dire que heureusement que ce massacre s'achève, hein, ça me nuise parce que les chouettes, les hiboux sont très utiles. Une chouette effraie, par exemple, un couple de chouettes effraie, au moment de nourrissage, sont capables, par réaction en chaîne, de détruire plusieurs milliers de rongeurs. Ils protègent les récoltes. Et quand les jeunes, dans le fond du nid, tout à fait perchés là-haut dans la grange, sont un peu plus puissants, ils se redressent et ils sont capables d'avaler les uns derrière les autres des souris, des campagnols, des mulots que leur apportent leurs parents. Et comme ils ont le bec fendu très très loin en arrière, ils les avalent quasiment sans les déchiqueter, hein. Ils les avalent comme ça d'une pièce. C'est très impressionnant. Ils font mieux que le chat domestique. Vous les connaissez, ces oiseaux-là? Un grébupé, enfin des grébupés. Ouais, des grébupés, il y en a un paquet. Alors les grèbes sont des oiseaux chasseurs, pêcheurs de poissons. Ils plongent sous la surface de l'eau, un peu à la manière des sous-marins. Ils ont des ballasts en quelque sorte. Il y a des poches sous les plumes, dans les plumes. Et puis quand ils s'alourdissent, ils peuvent plonger plus facilement. À ce moment-là, ils ont les pattes qui se mettent en mouvement, comme des hélices d'un bateau. Et puis ils filent à 2 mètres seconde. Les poissons, quand ils ont un grèbe à leur poursuite, ont quand même de soucis à se faire.
Et regarde, il y a un couple, il y a un des partenaires qui amène la végétation, l'autre qui est sur le nid, l'installe la végétation. Je vais vous poser une devinette. C'est un prédateur ailé qui vit généralement sous les tropiques. Il est grand, 2,15 m d'envergure, c'est quand même pas rien. Hein. Et quand il attrape des poissons, il les attrape en plongeant dessus. Ça vous dit quelque chose? Il a en plus une poche sous le bec. Un pélican. Un pélican. Le pélican brun d'Amérique, entre autres. J'ai eu l'occasion de le rencontrer au Mexique, dans la région de Veracruz. C'est un oiseau vraiment admirable quand il est en vol. Ils vivent en escadrille. Et quand il repère en volant les poissons, paf, il plonge sur eux. Mais on dirait des bombes qui tombent. Et quand il arrive dans l'eau, le bec est fermé. Et il ne l'ouvre le bec en levant simplement la mandibule supérieure pour se saisir du poisson. Là, il referme le bec, il remonte à la surface, il fait pencher le bec de telle sorte que l'eau se vide. Et puis quand l'eau est vidée, ploc, 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 ils avalent le poisson. C'est vraiment formidable à voir. Dans le parc, là, des prédateurs ailés, vous en avez quand même une belle collection. Hein. Oui, on a des exemples tout autour de nous, hein, entre les mouettes, les grèbes, le héron qui vient de se poser dans le champ, les rapaces. C'est vrai qu'il y a une diversité déjà ornithologique, et dans les prédateurs, il y a énormément d'espèces différentes. Alors, le parc est un peu à la charnière là, du monde sauvage, et puis aussi du monde des humains. Ça repose sur les missions d'un parc régional. En fait, on n'est pas un parc national inhabité, on est un parc régional où l'homme a des activités humaines depuis des siècles. Et la richesse naturelle repose souvent sur le maintien de ces activités humaines traditionnelles, l'élevage, la pisciculture. Donc le parc, il est toujours en relation, et il met toujours en relation l'homme et la nature. Il ne se préoccupe pas uniquement de la nature, mais aussi des hommes qui font vivre et qui entretiennent cette nature. Et là, on est dans un monde quand même un peu artificiel, parce que ces lacs-là n'existaient pas il y a quelques décennies. Alors c'est un bon exemple qui montre que l'homme peut fabriquer de la nature, qui devient naturelle entre guillemets. Quand on voit tout ce qui nous entoure, même la forêt, c'est un espace jardiné, planté, entretenu, mais qui est devenu un milieu naturel exceptionnel. Et ces lacs, ces 5000 hectares de plans d'eau sont un bon exemple. Ce lac a 13 ans. On a l'impression qu'il a toujours été là, que c'est un milieu naturel. Donc l'homme peut contribuer à enrichir la nature. Et à l'inverse, on le sait, les exemples le montrent tous les jours, il peut aussi détruire très rapidement ce qu'il a mis en place. Des carcasses de poulet. Et il ne les mange pas parce qu'il mange que des proies vivantes. Oui, mais... Non, c'est pour attraper la nourriture de la mer à. Non mais là ils se défendent là. On est des prédateurs pour eux. Oula. Tu vois le plus petit lui il est encore trop petit pour se défendre. Il fait rien. Alors les vénards, qu'est-ce que vous avez vu? C'est bizarre. Et alors? C'est quoi un busard? C'est le petit de la buse. Ah, c'est pas le petit de la buse, le busard, non? Non, enfin. C'était quoi comme busard d'ailleurs? C'était un cendré? Un busard cendré. Un busard cendré? Ouais. Ouais. Mais là par contre, vous avez C'est vu de la famille de la buse. Voilà, c'est la famille de Voilà. la buse. Vous avez vu des jeunes? Oui, Ouais. des poussins. Des poussins. Il y en avait combien? 3. 3, il y a 9 qui restent. Il y en a 9? Chaud. Bon, Oui. donc bientôt il y en aura 4, des poussins. Peut-être. Ben là, on a un bel exemple. Hein. On a un bel exemple de conservation et puis d'intelligence entre des protecteurs de la nature et puis aussi des gens qui la travaillent. C'est ça, Stéphane, en fait, hein, parce que de plus en plus, l'homme est présent dans la nature, de plus en plus, il agit sur elle. On pourrait s'imaginer que c'est un désastre, mais quelquefois, ça fonctionne. Alors, grâce aux agriculteurs, aux propriétaires des champs justement, qui nous donnent l'autorisation justement d'intervenir dans les champs pour pouvoir protéger donc ces busards, donc pour mettre un grillage pour éviter que les moissonneuses ne passent sur les nichés.
puisque les jeunes busards ne s'envolent pas avant les moissons. Donc on est obligé de grillager pour les protéger. De quoi se nourrissent les busards? Essentiellement de rongeurs, donc c'est plutôt un allié de l'agriculture, hein. D'insectes, de sauterelles par exemple, de criquets. Donc il y a toutes les raisons de l'agriculteur de coopérer. N'allez pas plus loin. Regardez dans le trou là-bas. Le va-et-vient, ce sont des insectes. Et ce sont des guêpes. Alors voilà des prédatrices. Vous savez, quand on parle des guêpes, on les imagine toujours en train de s'installer dans une poire, ou dans une pêche, ou dans un fruit. Pas du tout, hein. Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais si on va un peu plus près dans l'observation, on se rend compte aussi qu'elles cherchent de la nourriture carnée. Ce sont des prédateurs redoutables. Et un grand nombre de guêpes installent directement des petits animaux, notamment des chenilles, sur leurs larves, pour que les larves puissent les manger. Hein, donc vraiment, ce sont des prédateurs dont il faut se méfier parce qu'en plus, ils piquent ceux-là. Les libellules sont très fragiles. Elles ont des petits poils sur la tête, tu vois, là, qui ne doivent surtout pas être endommagés. Sinon, ça pourrait nuire à sa survie, à sa manière de comprendre son environnement, de s'orienter. Les libellules sont des insectes redoutables, dévoreurs, même à l'état larvaire. Lorsqu'elles se promènent dans la mare ou dans l'étang, on les appelle le tigre de l'étang, le tigre de la mare. Et quand on approche le doigt comme ça, on voit ses mandibules. Ah, elle est bien armée, hein? Elle sait s'en servir. Elle pince le doigt. Voilà, alors les libellules sont toujours en train de manger. Elles sont toujours en train de chasser. On ne lui donne pas de l'herbe, ça mange de la viande. Chez les mammifères, les seuls prédateurs ailés sont les chauves-souris. Oui, alors je peux même te dire que ce sont des prédateurs très efficaces, puisqu'une chauve-souris est capable en une nuit de manger au moins le tiers de son poids, quelquefois davantage. Alors elle va chasser comme ça pendant 1 heure, puis après elle se repose, pendant 2 heures elle digère et hop, après elle repart chasser. Alors ça représente énormément d'insectes capturés, parce que des chauves-souris, il y en a des quantités énormes, bien sûr. Et j'ai eu la chance d'assister à une chasse aux chauves-souris. Alors une chasse pacifique, c'était des scientifiques qui voulaient les compter, qui voulaient les déterminer. Alors comment est-ce qu'ils ont fait? Cette fois-là, ils ont tendu un filet au-dessus d'une rivière qu'on appelle la Creuse. Et ils ont attendu patiemment la tombée de la nuit. Et là, à ce moment-là, paf, il y a une chauve-souris qui a tamponné le filet. Et pourtant, elles sont capables de les détecter, les filets. Celle-là, elle va être distraite. Elle est rentrée dans le filet, elle s'est prise dedans. Alors délicatement, ils sont allés la décrocher. Et il s'agissait d'une chauve-souris qu'on appelle petit murin. Alors effectivement, elle est toute petite, hein, les rikiki, c'est vraiment avec beaucoup de délicatesse qu'ils l'ont détachée, sinon elle aurait été forcément blessée. Et ils l'ont pesée. Elle pesait 10 grammes, un peu plus de 10 grammes, vous vous rendez compte? C'est vraiment une toute petite chauve-souris. Alors il fallait quand même qu'elle mange beaucoup avant l'hiver pour faire des réserves, parce qu'elles hibernent, et si elles n'ont pas assez de réserves, elles meurent. C'est ce qui fait qu'elles sont poussées à manger pendant tout l'été. Après cette balade dans l'univers des prédateurs ailés, qu'est-ce que vous retenez? Il y en a des petits et des très très grands. Ouais. Et il n'y a pas que les oiseaux qui sont des prédateurs ailés. Il y a aussi les insectes et les chauves-souris. Oui, c'est vrai. Et pour le naturaliste, c'est une bonne nouvelle.
Ça veut dire que dans le parc de la Forêt d'Orient, s'il y a beaucoup d'espèces, beaucoup de variétés, beaucoup de sortes de prédateurs ailés, eh bien, il y a aussi et forcément énormément de diversité parmi les proies de ces prédateurs. Et ça, c'est un indicateur important. Ça veut dire qu'il y a ici beaucoup de biotopes différents, des milieux, des lieux différents, et que la nature est en équilibre.